Elle est décédée le 31 décembre 2025 dans la discrétion d'une chambre de grâce, entourée de peu de monde. Mais ce qui a glacé le sang de sa fille, ce n'était pas le silence de sa mort, c'étaient les 5 noms soigneusement inscrits, un à un, dans un carnet en cuir noir qu'Evelyne Leclerc avait gardé caché pendant plus de 20 ans. 5 hommes, 5 absents à ses obsèques. Et une phrase, « Je n'ai jamais pu leur pardonner ». Pourquoi cette animatrice tant aimée, icône des années 80, incarnation de la douceur télévisée, a-t-elle choisi de mourir sans accorder sa paix à ces figures du passé? Que s'est-il passé derrière les sourires, les paillettes et les plateaux de télévision? Pourquoi avoir attendu sa mort pour que cette vérité soit enfin révélée? Evelyne Leclerc n'a jamais crié sa douleur. Elle a préféré écrire, puis se taire. Evelyne Leclerc est née le 11 juillet 1951 à Carpentras, dans le Vaucluse, au cœur d'une France d'après-guerre encore figée dans ses hiérarchies sociales et ses rôles traditionnels. Elle grandit dans une famille modeste où l'on apprend très tôt à ne pas déranger, à bien se tenir, à sourire même quand on a mal. Son père, cheminot discret et peu démonstratif, ne jurait que par la discipline. Sa mère, femme au foyer, répétait inlassablement « Une fille ne se plaint pas, elle avance ». Dans ce monde figé, la tendresse était rare et l'écoute inexistante. Dès l'école, Evelyne se distingue. Belle, vive, intuitive, elle est adorée par ses camarades mais rarement prise au sérieux par ses professeurs. Trop jolie pour être intelligente, souffle un directeur lors d'une réunion de parents. Cette phrase, elle ne l'oubliera jamais. Elle comprend très tôt que son apparence est un double tranchant, une clé vers le succès, mais aussi un piège qui rend invisibles ses douleurs, ses colères, ses pensées profondes. Alors, elle apprend à camoufler. Elle rit, elle charme, elle séduit. Et elle cache. À l'adolescence, elle rêve de théâtre, de radio, d'évasion. Elle monte à Paris au début des années 70, bien décidée à conquérir le monde des médias. Mais la capitale est rude et les portes des studios encore verrouillées pour les femmes venant de la province sans relation. Elle survit de petits boulots, croise des regards intéressés mais rarement respectueux. C'est à cette époque qu'elle rencontre Jacques Olive, un jeune technicien dont le calme apparent l'apaise. Ils se marient en 1972, pensant fonder une bulle de douceur à deux. La naissance de leur fille, Eléa, en 1974, marque un tournant. Alors qu'Evelyne obtient enfin ses premières missions sur France Inter, puis sur TF1, l'équilibre du couple vacille. Jacques supporte mal l'exposition médiatique grandissante de sa femme. Il s'éloigne, se mure dans le silence. Et lorsqu'il finit par quitter le domicile conjugal sans un mot, Evelyne comprend. Elle devra désormais avancer seule. Seule avec un enfant, seule dans un monde de projecteurs où l'on ne pardonne pas les faiblesses. Mais elle ne s'écroule pas, elle sourit. Comme toujours. Elle maquille les absences par des anecdotes légères. Elle transforme chaque humiliation en leçon. Ce que personne ne voit, c'est l'apprentissage sourd de cette mécanique intérieure. Ne jamais dépendre de personne, ne pas attendre d'excuses. Et surtout, ne pas pardonner trop vite, car pardonner dans son monde signifiait souvent accepter l'inacceptable. Dans le même temps, elle développe une intuition aiguë sur les rapports de domination dans son métier. Derrière les apparences bienveillantes, elle détecte rapidement les hiérarchies silencieuses, les décisions prises en coulisses, les sourires fins. Elle sait que chaque promotion peut être annulée par un mot, un froncement de sourcils dans un bureau fermé. Alors, elle perfectionne son armure, polie, brillante, lisse, mais jamais naïve. C'est cette force muette que ses proches admireront, sans toujours la comprendre. Pourquoi ne parlait-elle pas de ses douleurs? Pourquoi refusait-elle d'évoquer certains noms, même en privé? Parce qu'Evelyne avait fait un choix. Le choix de ne pas s'exposer davantage. Le choix de ne pas supplier. Le choix de se taire quand le monde s'autorisait à l'écraser. Dans l'ombre de cette femme publique adulée se construisait une mémoire secrète, une mémoire blessée, mais lucide. Et dans cette mémoire, 5 figures s'imprimaient lentement. 5 hommes, 5 échecs, 5 blessures que le temps n'a jamais effacées. L'année 1975 marque un premier tournant décisif dans la carrière d'Evelyne Leclerc.
Après plusieurs années à faire ses armes dans des émissions régionales, elle est recrutée par TF1, qui cherche alors à féminiser et moderniser son image. Sa blondeur élégante, son élocution impeccable, son aura solaire séduisent immédiatement les téléspectateurs. Elle devient rapidement l'un des visages les plus reconnaissables de la chaîne. Elle présente les variétés, les émissions de divertissement, les tirages du loto, jusqu'à ce que son nom devienne synonyme de présence rassurante et populaire. Mais c'est en 1985, avec l'émission Tournée Manège, que sa notoriété explose véritablement. Ce jeu de rencontres sentimentales, diffusé en fin d'après-midi, connaît un succès fulgurant. Le concept est simple, 3 hommes ou 3 femmes, cachés derrière un rideau tournant, et une série de questions pour trouver l'âme sœur. Mais ce qui captive le public, ce n'est pas tant le jeu que la manière dont Evelyne l'anime. Sa voix douce, son regard bienveillant, son humour discret font d'elle la confidente rêvée, la marieuse bienveillante de la France des années 80. Entre 1985 et 1993, elle présente plus de 1500 épisodes. L'émission rassemble régulièrement plus de 6 millions de téléspectateurs, avec des pics enregistrés à 8,2 millions en 1989 selon Médiamétrie. En 1991, le quotidien Le Parisien la surnomme la fée du petit écran, tandis que Télé 7 jours consacre une double page à sa garde-robe pastel devenue culte. Pour beaucoup, elle incarne la douceur dans un monde télévisuel encore brutalement masculin. Mais derrière le rideau de cette réussite apparente, des signes discrets commencent à apparaître. Dès 1990, certains producteurs notent qu'Evelyne refuse de plus en plus les interviews. Elle décline les invitations au talk-show, évite les événements publics. Lorsqu'un journaliste de France Soir tente de lui poser une question sur sa vie privée, elle répond sèchement « Ce n'est pas un sujet qui vous concerne ». Sa distance étonne dans un univers où les animateurs surfent sur leur notoriété. Dans les couloirs de TF1, on chuchote qu'elle devient difficile, qu'elle refuse certains invités ou impose des limites aux producteurs. En réalité, Evelyne se bat silencieusement pour préserver une frontière entre sa vie professionnelle et sa vie intime, frontière que la télévision des années 90 commence à piétiner sans scrupule. Une anecdote de 1992 illustre ce malaise croissant. Lors d'un prime exceptionnel de Tournée Manège, TF1 souhaite inviter en plateau plusieurs anciens candidats pour rejouer leur rencontre. Evelyne exige que les témoignages soient vérifiés, refusant toute mise en scène affective. Elle se heurte alors à une fin de non-recevoir de la production. Le prime se fait sans elle. Mais c'est aussi à cette époque qu'un autre épisode, plus intime, commence à fissurer son image publique. Pierre Palmade, jeune humoriste monté en flèche, évoque dans un sketch et plus tard dans des interviews sa relation brève mais marquante avec une animatrice très connue à l'époque, à la voix douce et au brushing légendaire. Sans jamais citer son nom, les indices sont trop évidents. Le malaise est palpable. Evelyne ne répond pas. Elle se renferme davantage. Derrière le sourire et le maquillage, une guerre silencieuse se mène. Elle doit lutter contre la condescendance des dirigeants, qui la félicitent à l'antenne, mais la contournent dans les décisions importantes. Elle constate que des émissions initialement pensées pour elle sont confiées à d'autres visages plus jeunes, souvent masculins. Pourtant, elle ne dit rien. Elle continue de jouer son rôle avec la même précision. En 1993, alors que le programme commence à s'essouffler, TF1 prend la décision de mettre fin à Tournée Manège. Aucune cérémonie, aucun hommage. Le dernier épisode est diffusé un jeudi, sans tambour ni trompette. Pas un mot d'adieu à l'antenne, pas une ligne dans les journaux de la chaîne. Evelyne disparaît de l'écran comme un élément de décor que l'on change, non comme une femme ayant marqué des millions de foyers pendant près d'une décennie. Pour le public, cette disparition soudaine reste un mystère. Pour ses proches, c'est une gifle silencieuse. Et pour elle, c'est le début d'une rupture définitive avec un système qu'elle avait servi sans jamais être protégée. La lumière s'éteint, mais quelque chose commence à bouillonner dans l'ombre. Une rancune maîtrisée, une mémoire blessée. Les noms s'inscrivent un à un dans ce carnet qu'elle ne montre à personne. La guerre, désormais, est intérieure. Il y a des silences qui crient plus haut que n'importe quel scandale. Chez Evelyne Leclerc, ces silences ont commencé bien avant sa disparition de l'écran. Mais personne à l'époque ne voulait les entendre. Le premier signe remonte à 1994, un an après la fin abrupte de Tournée Manège. Invitée sur le plateau d'une émission spéciale de Michel Drucker consacrée aux icônes de la télévision française, Evelyne décline l'invitation.
officiellement pour raisons personnelles. En réalité, selon une collaboratrice de l'émission, elle aurait répondu froidement « Ce que j'ai à dire, je le garde pour moi ». Une phrase simple, mais qui sonne aujourd'hui comme une digue émotionnelle. Autour d'elle, ses anciens collègues s'interrogent. Pourquoi refuse-t-elle de revenir? Pourquoi ne veut-elle jamais commenter sa carrière passée? Certains y voient de la pudeur, d'autres une forme d'amertume. Une chose est certaine, Evelyne se ferme, à double tour. Un an plus tard, en 1995, une journaliste de Télé-Loisirs obtient un court entretien avec elle. À la question « Sentez-vous oubliée par le monde de la télévision ?», Evelyne répond, après un long silence « Oubliée ? Non, gommée ». C'est la première fois qu'elle laisse transparaître un ressentiment. Mais le mot reste isolé, hors contexte. Personne ne creuse. Dans les années qui suivent, plusieurs tentatives de retour échouent mystérieusement. En 1998, un projet de talk-show sur France 3, dans lequel elle devait tenir un rôle de chroniqueuse senior, est annulé à la dernière minute. Officiellement, un désaccord de planning. Officieusement, des tensions internes liées à son image jugée datée. Evelyne n'en parle à personne, mais ce sont des coups qu'elle encaisse sans riposte. Étienne Mougiotte, alors directeur des programmes de TF1, est souvent cité comme l'un de ceux qui ont enterré l'époque Leclerc. Un producteur anonyme confiera bien plus tard à Mediapart « Elle a été rayée sans bruit, et ce silence-là, c'est ce qui l'a détruite ». L'un des épisodes les plus dérangeants survient en 2001. Pierre Palmade, alors au sommet de sa popularité, publie une autobiographie à succès. Il y évoque, sans nommer, une relation affective mais complexe avec une animatrice vedette des années 80. Les descriptions sont suffisamment précises pour que les lecteurs comprennent de qui il s'agit. Il y parle de dîner dans le 16e arrondissement, d'une femme trop douce pour survivre dans ce métier, d'une séparation froide. Ce que Palmade n'a jamais su, c'est que cette publication fut une déflagration intime pour Evelyne. Non pas pour les faits, qu'elle n'a jamais niés, mais pour le droit bafoué à sa vie privée. Elle n'avait jamais donné son accord. Et pour une femme qui avait passé sa vie à protéger son intimité comme une forteresse, cette exposition publique fut un viol symbolique. À partir de là, elle cesse toute apparition médiatique. Son nom disparaît des génériques, des débats, des rétrospectives. Elle devient une absente silencieuse dans l'histoire de la télévision française alors qu'elle en fut l'une des voix les plus familières. Mais des signes de fracture ne sont pas uniquement professionnels, ils sont aussi personnels. Des proches racontent une femme qui parle peu, mais qui n'oublie rien. Lors d'un dîner en 2006, elle confie à une amie « Le pardon, ce n'est pas refuser de haïr, c'est aussi ne pas oublier le mépris ». Une phrase qui semble viser directement Patrick Lelay, ancien PDG de TF1, l'un des hommes clés qui ont décidé de sa disparition médiatique sans explication. Elle n'a jamais reçu de lettre, jamais été remerciée publiquement, juste évaporée du système. D'autres souvenirs émergent à travers ses carnets personnels. Il y évoque la froideur de Richard Recard, son second mari, qui laissait les jours défiler sans un mot de soutien, même lorsqu'elle rentrait lessivée après un tournage. Il y note aussi « Plus dur que l'humiliation, c'est l'indifférence ». Dans ses dernières années à Grasse, Evelyne vit de plus en plus en retrait. Elle entretient quelques correspondances, soigne son jardin, consigne des pensées dans des cahiers noirs. Elle ne prononce plus jamais certains noms. Elle ne commente pas les évolutions de la télévision contemporaine. Et pourtant, le silence autour d'elle est lourd d'une mémoire qui palpite. Dans chaque mot choisi avec soin, dans chaque absence d'un nom, dans chaque refus d'interview, elle trace le contour de blessures que personne n'a jamais su penser. Il y a des hommes qu'elle n'a jamais insultés, jamais accusés publiquement, mais qu'elle a délibérément exclus de sa mémoire publique. Et parfois, cette exclusion est plus éloquente qu'un procès. Le basculement, le vrai, n'a pas eu lieu sous les projecteurs. Il s'est déroulé en coulisses, dans le silence opaque des décisions stratégiques d'une télévision en pleine mutation. Nous sommes en 1996. La direction de TF1 entame un virage vers une programmation plus jeune, plus rapide, plus rentable. Les figures historiques de la chaîne sont remerciées, déplacées ou, comme dans le cas d'Evelyne Leclerc, simplement effacées. Elle n'en sera informée qu'à demi-mot. Lors d'un déjeuner avec un cadre de la chaîne, on lui annonce qu'aucun projet n'est prévu pour elle cette saison. Pas de contrat, pas de remplacement, pas de remerciement, pas même une photo dans les couloirs. Un effacement propre, clinique, orchestré par un système qui ne veut plus d'icônes vieillissantes. Derrière cette décision, deux noms apparaissent. Patrick Lelay, président de TF1 à l'époque, et Étienne Mougiotte, directeur général de l'antenne. Deux hommes qu'Evelyne ne nommera jamais en public,
mais qu'elle évoquera à huis clos avec une lucidité glaçante. Ce ne sont pas eux qui m'ont trahi, c'est leur silence. Car c'est bien ce silence, lourd, organisé, indifférent, qui la brise. Elle, qui avait porté l'image d'une France souriante et tendre, est remerciée comme une variable obsolète d'audience, sans scandale, sans critique, sans reconnaissance. Cette disparition soudaine provoque une onde de choc dans son entourage. Son agent tente de négocier un retour sur France 2. Refus poli. Elle est jugée trop associée à TF1. Une proposition sur France 3 est évoquée, mais jamais concrétisée. Les portes se referment, et avec elles, le lien entre Evelyne et le monde qu'elle avait incarné pendant plus de 20 ans. À partir de là, sa santé se détériore. Pas de maladie spectaculaire, mais un effritement lent, des insomnies, des douleurs articulaires, un état de fatigue chronique. Les médecins parlent de syndrome d'épuisement émotionnel. Elle parle peu. Elle écrit, beaucoup, dans des carnets qu'elle cache dans un tiroir de son bureau, à Grasse, où elle s'est installée après avoir quitté Paris. Ses journées deviennent rituelles, lecture matinale, promenade dans le jardin, sieste, écriture. Les visites se font rares. Seule sa fille, Eléa, reste un pilier fidèle. Les rares journalistes qui cherchent à la joindre sont éconduits. Une ancienne productrice de TF1 se souvient d'un appel passé en 2001. Elle a décroché, a écouté, puis m'a dit calmement « Je n'ai plus rien à dire à ce monde-là » et elle a raccroché. Mais le coup le plus dur ne vient pas de TF1, il vient de Pierre Palmade. En 2001, lors d'une interview dans Le Nouvel Observateur, l'humoriste évoque encore leur relation passée, cette fois avec plus de détails. Il raconte leurs soirées alcoolisées, leur éloignement progressif mais inévitable. Il parle d'une femme attachante, mais enfermée dans un monde trop lisse pour affronter la réalité. Evelyne est bouleversée. Elle ne répond pas publiquement, mais note dans son journal « Ce qu'ils volent, ce n'est pas mon image, c'est mon silence ». C'est la première fois qu'elle écrit le mot « vol », comme si cette fois, la blessure avait franchi un seuil. À la même période, elle commence à dresser une liste. 5 noms, écrits à l'encre noire sur une page blanche. Ce ne sont pas des ennemis, ce ne sont pas des criminels, mais ce sont pour elle les visages d'un monde qu'il a utilisé, puis rejeté. Jacques Olive, le père de sa fille, qu'il a laissé porter seul les responsabilités après le divorce. Richard Rocard, son deuxième mari, dont l'indifférence émotionnelle l'a épuisé. Pierre Palmade, pour avoir transformé un lien intime en matériau de divertissement. Patrick Lelay, pour avoir effacé sans regard ni mot. Étienne Mougiotte, pour avoir verrouillé toute possibilité de retour, sans jamais assumer ses actes. Chacun de ces noms est accompagné d'une phrase. Pas de rancœur, pas d'accusation, mais un constat froid, blessé, irrévocable, une sentence intime, un refus d'oubli. Au fil des années 2000, Evelyne devient un fantôme élégant. Elle croise quelques anciens collègues à des enterrements. Elle répond avec politesse, mais ne prolonge pas les conversations. Une phrase revient souvent « Ce n'est plus mon monde ». En 2010, elle refuse une invitation à participer à une émission hommage aux figures télévisées des années 80. Motif invoqué, fatigue. Motif réel, elle ne veut plus prêter son visage à une époque qui l'a abandonnée. Vers 2015, sa santé se dégrade davantage. Elle commence à faire des chutes. Sa mémoire vacille par moments, mais son regard, lui, reste intact. Un regard ferme, droit, chargé de souvenirs qu'elle ne livrera jamais entièrement. Et puis vient l'hiver 2025. Les douleurs se font plus fréquentes. Son médecin lui propose une hospitalisation qu'elle refuse. Elle veut rester chez elle, à Grasse, dans sa maison, entourée de lavande. Le 30 décembre, elle demande à sa fille de relire avec elle ses carnets, une dernière fois. Le 31 décembre, peu avant minuit, elle s'éteint, paisiblement, sans déclaration, sans mise en scène, mais en laissant bien en évidence sur sa table de cheville le carnet noir, la page ouverte, les 5 noms et en bas, une phrase. « Je n'ai jamais pu leur pardonner et je n'ai jamais cessé de m'en souvenir. » Après la mort d'Evelyne Leclerc, un silence inhabituel s'installe dans les médias. Aucun hommage national, quelques articles sobres évoquant la disparition d'un visage de la télévision des années 80. Et pourtant, dans une maison de Grasse, la fille découvre le cœur caché d'une vie qu'elle croyait connaître.
Le carnet noir retrouvé sur la table de cheville n'est pas un journal classique, il ne contient pas de date ni de confession détaillée, plutôt une succession de noms, de phrases courtes, de jugements mesurés mais impitoyables. 5 hommes, 5 blessures, 5 refus de pardon. Pour chaque nom, quelques lignes, une chronologie intime de la douleur. L'ordre n'est pas chronologique, mais émotionnel. En tête, Jacques Olive. Il est parti sans dire un mot. J'ai porté Eléa seul. Je n'ai jamais pleuré son départ, mais je n'ai jamais pu lui pardonner de m'avoir laissé me taire. Suit Richard Rocard, son deuxième mari, dont l'indifférence émotionnelle l'a épuisé. Puis vient Pierre Palmade, pour avoir transformé un lien intime en matériau de divertissement. Patrick Lelay, pour l'avoir effacé sans regard ni mot. Et Étienne Mougiotte, pour avoir verrouillé toute possibilité de retour, sans jamais assumer ses actes. Chaque phrase est lue à voix haute, dans le salon, à côté du fauteuil préféré de sa mère. Elle comprend enfin ce que cette femme si digne avait toujours refusé de verbaliser, que sa souffrance n'était pas une faiblesse, mais un choix de résistance silencieuse. Dans les jours qui suivent, Eléa contacte quelques amis proches de sa mère. Tous confirment avoir perçu une douleur ancienne, mais jamais nommée. Une ancienne maquilleuse de TF1 confie « Evelyne souriait toujours, mais parfois dans le miroir, elle se regardait longtemps, et je voyais dans ses yeux une fatigue que le fond de teint ne pouvait plus couvrir. » Une autre anecdote bouleversante vient d'un voisin de Grasse, un ancien médecin à la retraite. Il me disait que le pardon, c'était une invention des autres. Elle préférait la mémoire. Elle disait « Je n'ai pas besoin qu'il s'excuse, j'ai besoin qu'il sache que je n'ai pas oublié. » Cette posture n'est pas d'amertume, ce n'est pas non plus un règlement de compte posthume, c'est une déclaration d'intégrité. Evelyne n'a pas voulu se venger, elle n'a pas voulu exposer ces hommes de son vivant, elle a voulu simplement reprendre la main sur sa propre narration. Dans une autre page du carnet, une note inattendue apparaît. « Si tu lis ceci, Eléa, sache que je t'ai aimé d'une force que ces hommes n'ont jamais comprise. Tu es ce que j'ai pardonné à la vie. » Ce contraste bouleversant, le pardon total pour sa fille et l'absence totale de pardon pour ses 5 figures masculines, révèle la nature profonde de son combat. Evelyne n'a jamais voulu être sainte, elle a voulu rester debout, fidèle à ce qu'elle avait enduré, sans travestir sa vérité pour le confort des autres. Dans une dernière lettre retrouvée dans son tiroir, adressée à personne mais signée de sa main, elle écrit « J'ai appris à me taire dans un monde qui récompensait les femmes silencieuses. Mais ne pas pardonner, c'était ma façon de parler, de dire « Vous ne m'avez pas brisé, vous m'avez nié, et je vous rends ce déni. » Cette lettre est désormais encadrée dans le salon d'Eléa, non pas comme un règlement de compte posthume, mais comme un témoignage d'humanité farouche. Aujourd'hui encore, aucun des 5 hommes n'a réagi publiquement à la révélation du carnet. Peut-être par gêne, peut-être par peur de rouvrir des plaies, ou peut-être parce qu'ils savent au fond que ce silence était justement leur faute originelle. Evelyne Leclerc n'a jamais crié sa vérité. Elle l'a confiée à l'encre, aux marges d'un carnet, au silence qu'elle a soigneusement tissé tout au long de sa vie. Et aujourd'hui, ce carnet agit comme un miroir. Un miroir tendu à toute une époque, à tout un système, à nous peut-être. Derrière l'image souriante de la télévision française des années 80, derrière les robes roses et les plateaux lumineux, il y avait une femme qui s'est vue dérobée de son droit à l'existence pleine. Pas par une erreur spectaculaire, pas par un scandale tonitruant, mais par une série de gestes minuscules, une absence de réponse, une décision prise sans elle, une confidence trahie, un dossier classé sans commentaire. Le prix de cette invisibilisation, c'est elle qui l'a payé. Et elle l'a payé cher, en solitude, en fatigue, en silence. Mais elle a refusé jusqu'au bout de céder ce qui lui restait, sa mémoire, sa dignité et son refus de pardonner. Car ne pas pardonner, dans son cas, ce n'était pas se venger, ce n'était pas s'enfermer dans la colère, c'était refuser de mentir sur ce qu'elle avait vécu. Refuser de blanchir le récit pour le rendre acceptable, refuser d'alléger la conscience de ceux qui ne se sont jamais retournés vers elle. Aujourd'hui, son geste, posthume, mesuré, profond, nous interroge tous. Combien de femmes, dans les couloirs de nos institutions, dans les coulisses de nos plateaux, dans le silence de nos familles, ont-elles été effacées ainsi,
Combien ont dû transformer leur douleur en silence poli, leur fierté en retrait forcé, leur dignité en solitude paisible? Et surtout, combien parmi nous oseront comme elles refuser d'excuser l'inexcusable, oseront dire sans crier, sans fracas, « Non, je n'ai pas pardonné, parce que je mérite qu'on se souvienne ». Évelyne Leclerc est partie sans faire de bruit, mais elle a laissé un héritage sonore, une page blanche avec 5 noms en noir, 5 visages, 5 refus, et une question qui désormais ne la quitte plus, mais qui nous appartient. Combien de silence faudra-t-il encore pour que l'on entende enfin celle qu'on n'a jamais vraiment écoutée ?